Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le dernier match des Bleus dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. L'équipe de France est passée tout près de la perfection mais a concédé le match nul de partout face à la Grèce. Pour l'équipe, ce sera l'Euro quand même. Les Bleus ont échoué dans leur quête du Grand Chelem, mais ils ont eu le mérite d'égaliser grâce à une superbe frappe de Youssouf Fofana. À 7 mois de l'Euro, les tricolores font figure de favoris. Dans ses pages intérieures, le Parisien estime que les Bleus sont passés tout près du Grand 8. Pour la Provence, les Bleus finissent sur un match nul. Enfin, le Progrès indique que c'est une note plus amère pour finir cette phase de qualification. Mais le scandale de la soirée, c'est le but refusé dans les derniers instants du match en raison de l'absence de la goal line technology. Celui qui a poussé un coup de gueule après la rencontre, c'est Antoine Griezmann. Il a manqué la goal line technology, non? L'UEFA a beaucoup d'argent et il n'arrive pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non. S'ils veulent qu'on fasse plus de matchs, on leur demande plus de technologie, a-t-il lâché. Dans les autres matchs internationaux, l'Allemagne s'est encore inclinée. La National Mannschaft a cette fois perdu contre l'ennemi historique, l'Autriche, 2-0. Après la défaite contre la Turquie il y a quelques jours, l'équipe de Nagelsmann a récidivé. Et pour la Benzeitung de Munich, la sélection allemande a pris une gifle à Vienne. Lors du dernier match international de l'année, l'Allemagne, une nouvelle fois très confuse, a concédé une défaite méritée contre l'Autriche. Le carton rouge de Leroy Sané est la pire chose avant l'Euro à domicile, explique le journal. Pour Bild, Nagelsmann n'y arrive pas, le sélectionneur doit vite redresser la situation pour que son équipe soit prête pour l'Euro en juin, qui on le rappelle aura lieu en Allemagne. Dans les autres matchs de la soirée, le Pays de Galles ira au barrage après son match nul 1-1 face à la Turquie. Pour le Daily Express, les hommes de Rob Page sont à l'agonie. En Espagne, on se régale de la qualification tranquille de la Roja et surtout d'éviter les grosses nations en poule car elle est l'une des 6 têtes de série. Pour Marca, on se voit en Allemagne. Cette nuit, on avait droit à un choc mythique entre le Brésil et l'Argentine au Maracanã. Un match légendaire, toujours riche en émotions et surtout en tension entre les deux plus grosses nations sud-américaines. Et ce sont les Argentins qui en sont sortis vainqueurs 1-0 grâce à un but de Nicolas Otamendi. Cette victoire fait la une du journal El Hincha qui se régale de battre l'ennemi juré, l'Argentine pour l'amour du ciel. L'équipe nationale a fait preuve de beaucoup de caractère et a battu le Brésil. C'est la première défaite à domicile de la Seleção dans les éliminatoires. Le match a été retardé en raison de l'agression de la police locale sur les supporters argentins. Mais cela a motivé l'Albiceleste à devenir une équipe combative qui a profité du but d'Otamendi en seconde période pour remporter une belle victoire. Pour le quotidien Oi, le Brésil me dit ce qu'il ressent et c'était extrêmement tendu comme le rapportent les médias locaux puisque cette rencontre a été marquée par de nombreux débordements en tribune qui ont d'ailleurs retardé le coup d'envoi de la rencontre. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et des coups ont fusé de part et d'autre entre la police et les supporters. Certains joueurs comme Marquinhos, Messi ou encore Dibu Martinez sont intervenus pour apaiser les tensions. Après la rencontre, Lionel Messi s'est totalement lâché. On a vu comment il frappait les gens, comme lors de la finale de la Copa Libertadores où il tapait avec des bâtons. Il y avait des joueurs qui avaient des familles dans ces tribunes. Vous pensez à votre famille, vous ne savez pas ce qui se passe et vous êtes plus concentré là-dessus que sur le jeu. Par la suite, l'actuel joueur de l'Inter Miami a aussi expliqué que c'était bien lui à l'initiative de faire rentrer son équipe au vestiaire en attendant que ça se calme. J'ai décidé qu'on devait rentrer au vestiaire parce que c'était le moyen de tout calmer. Un malheur aurait pu arriver. Quand tout s'est calmé, nous avons décidé d'entrer, de demander comment allait la famille, de nous renseigner un peu sur tout. Ensuite, nous sommes sortis pour jouer, a-t-il détaillé. Bref, c'était une sale soirée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone Amérique du Sud. Allez, on ferme cette page internationale et on va évoquer Manchester United qui continue de faire couler beaucoup d'encre et c'est notamment le management d'Eric Ten Hag qui est au centre des critiques. C'est ce que révèle The Guardian sur sa une ce matin qui parle de théâtre de cris au lieu du théâtre des rêves. Les joueurs de United pensent que Ten Hag les a surmenés pendant la pré-saison. Une partie des joueurs de Manchester United pense que le mauvais départ de l'équipe est dû au fait qu'Eric Ten Hag a surmené l'équipe en pré-saison. Ils se sont plaints de se sentir aussi fatigués au début de la campagne qu'à la fin de la précédente, indique le quotidien. Au cours de la pré-saison, les joueurs pensent que l'entraîneur a augmenté l'intensité de l'entraînement dans le but de faire de United un prétendant au titre, alors que la préparation comprenait 8 matchs amicaux, et apparemment son effectif a du mal à digérer, ou alors tout est beau pour remettre en cause le manager néerlandais. De son côté, le Daily Mirror reprend le coup de gueule d'Harry Maguire, qui estime que la VAR tue les défenseurs et que des pénaltys sont trop facilement accordés. Maguire demande à la Première Ligue de prendre position contre les pénaltys ridicules, les arbitres se trompent selon lui. Même chose en une du Manchester Evening News, il y a trop de VAR. Maguire affirme que la VAR rend la défense impossible. Le message du défenseur anglais est passé. On file en Espagne où le FC Barcelone tremble pour le reste de sa saison, car le club catalan accumule les blessures et celle à long terme de Gavi chamboule les choses.
Mais comme le placard de Sport ce matin, le club catalan est à la recherche d'un autre Gavi. Xavi pousse le secrétaire technique du Barça à signer un milieu de terrain. Il s'agit de Giovanni Lo Celso, qui est la priorité de l'entraîneur. L'Argentin est en tout cas la cible principale pour cet hiver. Alors qu'il n'entre pas vraiment dans les plans de Tottenham, le transfert sous forme de prêt pourrait aboutir. Mundo Deportivo rapporte qu'il y a d'autres solutions si Lo Celso ne vient pas. On parle de casting de remplacement. Le Barça évalue plusieurs profils pour combler le poste vacant de Gavi, au cas où il déciderait de faire appel au mercato. Lo Celso, Fabian Ruiz et Soler feraient l'affaire, mais il y a d'autres noms. Affaire à suivre, mais le mercato hivernal du Barça risque d'être animé. En Italie, la Gazzetta dello Sport annonce la prolongation de Nicolo Barella à l'Inter. Barella va signer, il sera à l'Inter jusqu'en 2028. Il se sent de plus en plus nerazzurro. Le renouvellement est proche, le salaire passera de 5 à 6 millions d'euros, rapporte le journal au papier rose. L'Inter sécurise l'un de ses cadres donc. On termine ce tour de la presse en France avec des révélations explosives sur le transfert de Neymar au PSG en 2017. En effet, l'équipe annonce que le Brésilien est arrivé blessé lors de sa signature pour 222 millions d'euros à l'été 2017. A l'époque, il souffrait déjà d'une fracture au 5e métatarsien de son pied droit. Une vilaine blessure qui l'a poursuivi toute son aventure au PSG. 6 ans plus tard, l'échec a été cuisant. Le PSG n'a pas gagné la C1 et Neymar n'a pas marqué le club autant qu'il le devait. Si son hygiène de vie a souvent été pointée du doigt, ses blessures à la cheville n'auraient rien à voir, car déjà à la visite médicale, il y avait un souci. En effet, les médecins avaient détecté une fracture de fatigue au 5e métatarse. Pourtant, Paris a quand même signé le contrat, mais pour soigner la blessure, il fallait opérer dans la foulée et cela aurait été compliqué de signer un joueur aussi cher et de le voir absent si longtemps derrière. Le PSG pensait que cette fracture de fatigue n'allait pas empirer avec le temps, comme cela peut être le cas, mais malheureusement pour le club de la capitale et surtout le joueur, cela n'a pas été le cas et sa grave blessure face à Strasbourg a été le début de la fin, une fracture au métatarse justement. Ces révélations devraient donc encore faire beaucoup parler. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour les JT Foot Mercato.